Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous dans le grand JT de l'éducation. Voici le sommaire. Que nous cachent réellement les établissements privés? Depuis de nombreuses années déjà, des voix s'élèvent pour dénoncer une forme d'opacité autour de leur programme, de leur organisation et de leur pédagogie. Pierre Ouzoulia, sénateur PCF des Hauts-de-Seine, sera avec nous. Il appelle l'État à mieux contrôler ces structures, notamment suite aux nombreuses révélations autour de Notre-Dame de Bétharram. Vous allez également découvrir Golden Goal. C'est un tout nouveau manga français qui, sous couvert de football, évoque le destin d'un immigré marocain tenu par la mafia, ou quand le sport rejoint la bien triste réalité de ces adolescents laissés pour compte un peu partout en Europe. Et puis dans sa chronique Vue sur les réseaux, Charlotte Sauvager vous parlera d'un étrange mélange, et c'est celui du jazz et du rap. Évidemment, l'intelligence artificielle est derrière tout ça. Charlotte, qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Loïc. On commence ce journal avec l'affaire Émile. On vous en parlait hier, elle se poursuit encore aujourd'hui avec la levée des gardes à vue des grands-parents, mais aussi de l'oncle et de la tante du petit garçon. Oui, les 4 membres de la famille du petit Émile ont donc été entendus mardi et mercredi pour homicide volontaire et recel de cadavres dans l'enquête sur sa disparition en juillet 2023. Leurs gardes à vue ont donc tout été levés dans la nuit. Si les avocats des grands-parents ont fait part de leur soulagement cette nuit, l'enquête n'est évidemment pas terminée. Et malgré la levée de ces gardes à vue, le procureur de la République d'Aix-en-Provence a expliqué ce matin que la piste familiale n'était pas refermée. Jean-Luc Blachon a aussi pris le temps de détailler les dernières avancées de l'enquête. Écoutez. Les conclusions de ces expertises permettent désormais de considérer que les vêtements et les ossements retrouvés ont été transportés et déposés peu de temps avant leur découverte. Permettent aussi d'affirmer que le corps de l'enfant ne s'est pas décomposé dans les vêtements retrouvés dans la forêt. Et enfin, de caractériser la présence sur le crâne découvert de stigmates anatomiques évocateurs d'un traumatisme facial violent. Vous aurez compris donc que les expertises introduisent la probabilité de l'intervention d'un tiers. Depuis le début de cette affaire, selon le colonel Christophe Berthelin, commandant de la section de recherche de Marseille, les enquêteurs ont procédé à pas moins de 287 auditions de témoins, 88 perquisitions judiciaires et numériques ont été menées, 55 millions de données ont été traitées, notamment dans le cadre des études téléphoniques, 285 hectares ont été ratissés et plus de 60 missions d'expertise dans des domaines divers comme la biologie et l'écologie médico-légale ont été commandées et pour l'heure, le mystère reste toujours entier. On en a beaucoup parlé aussi sur ce plateau. Le programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle va entrer en application à la rentrée prochaine de la maternelle jusqu'au lycée. Et en attendant, évidemment, la formation des enseignants a commencé. Et oui, ils étaient une centaine de volontaires ce lundi à participer à ce séminaire dans un lycée parisien. France Info et Europe 1 y étaient. Ils ont pu interroger certains des professeurs présents. Objectif de ce séminaire, donner des informations, des outils ou même des clés pour s'adapter à ces nouveaux programmes d'éducation à la vie affective et sexuelle dès le plus jeune âge et toujours avec l'accord des parents d'élèves. Une nécessité pour Mathieu Lacambre, psychiatre et intervenant dans la formation. Il y a une urgence à commencer tôt, dès les premières années de scolarisation, mais en lien, collaboration, partenariat avec le parent, qui est l'éducateur désigné naturel, et de manière adaptée au développement psychosexuel affectif de l'enfant. Alors même si ces formations n'ont rien de très nouveau, beaucoup de ces sujets sont déjà abordés dans les programmes de sciences depuis quelques temps déjà. Pour une participante conseillère pédagogique dans une école primaire à Versailles qui se forme sur le tas depuis des années, c'est plutôt la manière d'en parler qui a évolué et la légitimité surtout des personnels enseignants. Ça permet vraiment de s'autoriser à pouvoir répondre aux parents qui seraient un peu résistants, dit-elle, de dire en fait, j'ai le droit de le faire, ça y est, c'est marqué. Donc ça, c'est essentiel. On ne pouvait pas continuer à avancer sans programme. Pour rappel, à partir de septembre prochain, tous les élèves, donc on l'a dit, de la maternelle au lycée auront droit à 3 séances obligatoires par an d'éducation à la vie affective et sexuelle. Une directive qui existe déjà depuis 2001, vous le savez, mais très
peut appliquer. Moins de 15% des élèves bénéficient de ces séances, selon un rapport de l'Inspection générale de l'éducation. À l'école toujours, le gouvernement a décidé de sévir après de nouveaux épisodes de violence près des établissements scolaires et puis face à leur recrudescence surtout. Et il y a eu des fouilles aléatoires de cartables devant les lycées et les collèges. Elles sont désormais autorisées. Et oui, l'annonce a été faite en février dernier par Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale. Donc la mise en place de ces fouilles inopinées des sacs des élèves afin de lutter contre les violences à l'école. Le dispositif est donc prévu à partir du printemps. Ça y est, c'est chose faite. La ministre de l'Éducation nationale et son homologue de l'Intérieur, Bruno Retailleau, ont signé hier une circulaire appelant les préfets, les responsables de la police et de la gendarmerie, ainsi que les recteurs des régions académiques et d'académies à réaliser, je cite, des opérations de lutte contre toute forme de violence aux abords des établissements scolaires, aussi souvent que cela doit être nécessaire d'ici la fin de l'année scolaire. Les deux ministres ont assisté ce matin à l'une de ces opérations de contrôle inopiné menées par les forces de l'ordre devant un lycée parisien du 15e arrondissement. L'espace scolaire doit être considéré comme un sanctuaire républicain au sein duquel la sécurité des élèves et de la communauté éducative est un préalable absolu. C'est ce qui est écrit dans le document envoyé au préfet. Ce sont d'ailleurs ces derniers qui doivent déterminer les établissements nécessitant une action prioritaire. Une liste qui sera actualisée en permanence selon les deux ministres. On passe à l'enseignement privé. On va d'ailleurs en parler dans quelques instants avec notre invité. L'enseignement privé qui est sous haute surveillance. Ce mercredi, le député Emmanuel Grégoire a présenté une proposition de loi pour encadrer l'enseignement supérieur privé et mieux protéger les étudiants. Des mesures d'urgence absolue, c'est pour le député socialiste, alors que le gouvernement a abandonné l'idée d'un nouveau label contrôlant ces établissements. Objectif, modifier les codes de la consommation et du travail pour mieux encadrer les relations commerciales de ces établissements et renforcer aussi les sanctions. Si il ne veut pas faire procès aux établissements privés, Emmanuel Grégoire a toutefois vu certains manquements. Écoutez. On a exploré beaucoup de sujets à traiter dans cette proposition de loi et je reconnais humblement qu'elle n'a pas l'ambition de régler tous les problèmes de l'enseignement supérieur en général et de l'enseignement supérieur privé lucratif en particulier. Mais il n'empêche que ce que j'ai découvert est absolument choquant dans la maltraitance qui est infligée aux enfants dans les cursus, dans la disproportion du rapport de force entre les aspirants contractants voire même contractants et les établissements qui les accueillent. Concrètement, la proposition de loi prévoit d'abord l'interdiction de certaines pratiques comme le droit de réservation, souvent imposé aux étudiants pour bloquer leur place dans une formation. Autre mesure, l'allongement du délai de rétractation de 14 jours à 2 mois ou l'interdiction de clauses abusives comme celle excluant le remboursement de frais de scolarité en cas de départ anticipé. L'ancien adjoint de la mairie de Paris souhaite aussi renforcer les sanctions à l'encontre de groupes privés ou en les empêchant d'ouvrir d'autres campus ou écoles pendant 5 ans en cas d'abus graves. Déjà signée par une centaine de députés, la proposition devrait être inscrite en séance publique la première semaine de juin. Et on termine avec les noms de femmes scientifiques inscrites sur la Tour Eiffel. Ça, c'est une initiative lancée par Anne Hidalgo, la maire de Paris, la Société d'exploitation du monument et l'association Femmes et Sciences. Et elle devrait bientôt voir le jour, cette initiative. Exactement. Vous le savez sans doute, depuis sa création en 1889, la Tour Eiffel célèbre 72 scientifiques à travers l'inscription de leur nom en lettres d'or au premier étage. Point commun de ces scientifiques, ce sont tous des hommes. Une injustice bientôt réparée, ce sont donc 40 femmes scientifiques, des astronautes, des mathématiciennes ou encore des médecins qui verront leur nom gravé au deuxième étage, cette fois-ci, un cran au-dessus des hommes d'ailleurs, de la Tour Eiffel en lettres d'argent. Un comité scientifique se réunira dès ce printemps pour établir une liste de noms et définir les modalités techniques pour enfin inscrire ces grandes oubliées de l'histoire sur la Dame de Fer. Merci beaucoup Charlotte. Des établissements qui profitent d'une impunité et d'une omerta qui protège les auteurs de violences. Ça, ce sont les mots du sénateur Pierre Ouzoulias dans un entretien accordé au journal L'Humanité il y a quelques semaines. Et pendant ce temps, les révélations se poursuivent. Bétharram, Garaison, Riaumont, Saint-Nazaire, il y a quelques jours, sans parler de tous les établissements qui n'ont pas encore révélé tous leurs secrets. On en parle tout de suite. Que nous cachent réellement les établissements privés et comment les contrôler davantage? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Ouzoulias. Bonjour. Bonjour. Vous êtes archéologue, historien, sénateur PCF des Hauts-de-Seine. Il y a un mot qui revient beaucoup,
en ce moment, c'est Omerta. Est-ce que c'est vraiment le caractère privé qui permet ce silence ou est-ce que c'est autre chose ? C'est le fait que ces établissements se gèrent seuls sans aucun contrôle et que l'État a complètement abandonné ses missions de contrôle. Il faut vous remettre dans le contexte. La loi Debré, ensuite la réforme Savary. L'État considère qu'il faut enterrer l'âge de la guerre scolaire. Donc, il fiche la paix aux établissements privés, ça c'est assez ancien, et bon, les établissements privés s'organisent de façon de plus en plus indépendante, sans rendre compte ni sur les problèmes budgétaires, ni, ce qui est beaucoup plus grave, sur les libertés, sur le problème des libertés des gamins. Ouais. Donc, c'est pas tellement l'omerta, c'est un système où chacun considère que finalement, il est à l'abri de la loi. Ouais, justement, quels sont aujourd'hui les moyens de contrôle de ces établissements? Est-ce qu'il en existe? Bien sûr. Mais on ne les utilise pas? Non. Okay. C'est toute la loi Debré, c'est une obligation, parce que je vous rappelle quand même que l'État et les collectivités subventionnent à 80% le fonctionnement des écoles privées. Donc si les écoles privées fonctionnent, c'est grâce à de l'argent public, il faut le rappeler. Voilà. Donc en échange, c'est des établissements sous contrat. Voilà. Donc il y a un contrat entre l'État et l'établissement, ce qui veut dire que, en principe... Ils ne font pas n'importe quoi. Non. En principe. Et l'État est là pour contrôler la mise en œuvre du contrat en fonction de règles qui sont des règles simples et qui s'appliquent à tous les établissements. Mais ce manque de contrôle, est-ce qu'il est dû aux 4-5 ministres de l'Éducation qu'on a eu ces 2 dernières années, à ce flou permanent, ou est-ce qu'il est beaucoup plus profond et ancré que ça? Il est très ancien. Il est très ancien et on le voit avec l'affaire Betaram. Oui. C'est 30 ans, 40 ans. Il y a une forme d'impunité collective qui fait que l'État n'a jamais exercé pleinement ses missions de contrôle. Ouais. Dans les colonnes de la Tribune du dimanche, Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation, donc promet un renforcement de ces contrôles des établissements privés sous contrat. Alors je la cite, 60 inspecteurs supplémentaires vont être déployés en 2025-2026. 40% des établissements privés sous contrat seront inspectés dans les 2 prochaines années, dont la moitié, ça qui est un peu drôle, dont la moitié par des visites sur place. Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas Si. Et puis, on se rend très bien compte avec l'affaire Betaram que ce qui pose le plus de problèmes, c'est les internats. Il faut se rendre sur place pour contrôler. Comment ne pas contrôler? Et même dans les dortoirs. Quand on n'y est pas, bien sûr. Même dans les dortoirs. Bien sûr, dans les endroits les plus intimes. C'est là où se passent les choses qui ne devraient pas se passer. Donc, moi, je salue l'initiative de Mme Borne, parce que c'est la première ministre de l'Éducation qui prend le dossier à bras-le-corps. Je ne me souviens pas que M. Blanquer, dont on dit que c'est un défenseur acharné de la laïcité, il soit intervenu sur les écoles privées. Pendant 5 ans, il n'a rien fait sur les écoles privées. Là, il y a une volonté politique et je la salue. Les moyens auraient pu être importants. C'est un début et j'espère qu'on va aller plus loin. Ouais. On parle de Betaram, mais il y a aussi Garaison, Riaumont, Saint-Nazaire. Il y a quelques jours avec ces élèves qui se sont plaints d'un comportement déplacé de la part de leur proviseur. Ça fait beaucoup. Et c'est que le début. Et c'est que le début puisque ça y est, la parole est libérée et enfin on va pouvoir peut-être avancer. Néanmoins, il va y avoir des contrôles, mais pour Betaram notamment, on n'entend pas parler de retrait d'agrément. Est-ce qu'il faudrait enfin être vraiment strict et ne plus rigoler du tout? Mais je suis d'accord. Surtout que c'est ce que fait l'État avec d'autres établissements privés confessionnels, plutôt musulmans. Alors, ouais, j'allais justement y venir là-dessus. Donc, on parle du lycée à Averroès. Par exemple. Sur lequel, effectivement, ils ont été assez prompts à monter au créneau en disant il y a des programmes qui ne sont pas en lien avec la République. Donc, on sucre les subventions. Par contre, effectivement, sur tous ces établissements religieux catholiques, c'est plus difficile. Il y a une forme de complaisance. Oui. Comment vous l'expliquez? Je crois que l'affaire Betaram le montre bien. C'est le lieu de formation des élites provinciales. Voilà. Donc, bien évidemment,
il y a des protections. Il y a des protections qui sont dues au fait que tout le monde se connaît, tout le monde met ses gamins là, et l'État a plus de difficultés à aller enquêter là qu'au lycée Abdelkader ou un autre, ou à VROS. La difficulté est là. Donc il faut absolument sortir de ce système d'impunité et obliger de temps en temps, en effet, les écoles à revoir complètement leur façon de faire, sinon de supprimer le contrat. Vous savez, c'est ce que mon collègue sénateur Yann Brossard, sénateur de Paris, et moi-même avions demandé pour un lycée privé parisien. Vous voyez très bien lequel je fais allusion à Stanislas. Voilà, donc là aussi, il y avait des faits avérés, etc. Le préfet nous a répondu, une lettre très gentille, en disant « Ne vous inquiétez pas, tout est réglé, des engagements ont été pris, à la rentrée, ça se passera mieux. » C'est un peu léger. C'est un peu léger. C'est un peu léger. Peut-être qu'une mesure symbolique de fermeture ou du retrait du contrat aurait permis d'envoyer un message politique. C'est ça. En fait, à un moment donné, il va falloir frapper fort pour que tout le monde se tienne un peu à carreau. Oui, c'est ça. Est-ce que vous estimez, alors je parle à un communiste, donc je me doute un petit peu de la réponse, mais est-ce que vous estimez que la dimension religieuse de ces établissements y est pour beaucoup, voire totalité sur cette omerta-là? Non. Ah. Non. Non, parce que aujourd'hui, on le voit très bien, il y a une dérive. Alors, de l'enseignement privé, mais aussi de l'enseignement public, qui fait qu'il y a de moins en moins de mixité scolaire. Et les établissements privés sont choisis par les parents comme un moyen de contournement de la carte scolaire. Donc, on sait par les enquêtes que les parents qui mettent leurs enfants dans ces établissements pour des motifs religieux sont minoritaires, 5-10%. Les autres, c'est pour des raisons sociales, c'est pour éviter le collège ou le lycée public. D'ailleurs, on sait que dans beaucoup d'écoles catholiques, il y a des musulmans qui sont à la fois inscrits et acceptés. Bien sûr, et donc, des jeunes filles voilées. Exactement, donc là, et des jeunes filles voilées. Le côté confessionnel purement catholique, en tout cas... Tout à fait. Alors, je parle des jeunes filles voilées parce que là, il y a tout un débat sur le voile dans le sport. Dans le sport, oui. J'entends la droite très virulente en disant qu'il ne devrait pas y avoir absolument de voile sur les terrains sportifs. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Moi, je défends une neutralité absolue lors des compétitions. Mais en revanche, j'aimerais bien que mes collègues de droite aillent jusqu'au bout et interdisent aussi le voile dans les établissements privés. Ils n'ont rien à faire là. Voilà. Ça, c'est mon opinion. Alors justement, vous dites dans un entretien accordé à l'Humanité, je vous cite, quoi qu'il arrive, l'Église a raison. On a l'impression quand même que c'est de moins en moins vrai avec tout ce qui se passe. Je pense que fondamentalement, l'Église garde quand même une primauté par rapport à ces établissements. Je vais parler brutalement. Oui, allons-y. Parce que c'est tout ce qui lui reste. Oui. C'est tout ce qui lui reste. Il y a une sécularisation, effectivement, depuis une cinquantaine d'années. Forte, qui touche tous les domaines. Qui touche tous les domaines, la vie, l'avortement, la mort. Bientôt, avec la loi sur la fin de vie. Donc là, c'est le dernier précaré de l'Église, et je crois qu'elle va le défendre jusqu'au bout, parce que le jour où elle perd ça, elle disparaît de notre société. Donc l'enjeu, il est là, il est fort. Après, moi, je suis républicain, je défends la Constitution contre tout le monde. Voilà. Et la liberté d'enseignement est inscrite dans la Constitution. Donc je ne suis pas opposé du tout à un enseignement privé, un enseignement catholique, un enseignement musulman ou juif. Ça ne pose aucun problème. Mais est-ce que vous estimez néanmoins que l'Église estime qu'elle n'a pas de compte à rendre à l'État et l'État hésite à aller sur le terrain de l'Église? C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça, et on le voit très bien que dans l'application de la loi Debré est très claire. Elle dit que les établissements doivent appliquer les programmes, comme ils sont appliqués dans l'école privée, et qu'elle a un caractère propre, alors qui n'est pas défini, qui est très très vague. Et les établissements utilisent ce caractère propre pour considérer que finalement, elle pourrait déroger à l'ensemble des règles que devrait lui imposer l'État. Donc il y a une forme de séparatisme. Je suis désolé d'utiliser le terme, mais il y a un petit peu de ça. Nous sommes à part. On est sur 1905, la séparation de l'Église et de l'État. Complètement. Ils le prennent au pied de la lettre. Complètement.
Complètement, tout à fait. Donc, il faut là aussi remettre, alors pas l'église au milieu du village, mais la mairie au milieu du village, pour que la loi de Debré soit respectée. Parce que ce que je demande, c'est juste ça. Mais alors, ça passe par quoi, selon vous? Une nouvelle loi? Non, je pense qu'il y a suffisamment de dispositions législatives, il faut les appliquer. Il faut les appliquer de façon très forte. Ensuite, et ça c'est aussi un des combats que je mène, je pense qu'il n'est pas normal. Alors, on est à Neuilly, là, donc je le dis en connaissance de cause. Je suis aussi conseiller départemental des Hauts-de-Seine. Il n'est pas normal que l'État donne autant d'argent au public et au privé quand le privé fait le choix économique de ne choisir que les enfants venant des milieux les plus favorisés. C'est pas normal. Vous savez, il y a les indices de position sociale. On est dans les Hauts-de-Seine. Les 20 établissements qui ont les indices de position sociale les plus importants sont tous privés. Et ceux qui ont les indices les plus bas, ils sont tous publics. Là, il y a un moment donné, il y a un problème. Alors, paradoxalement, on a donc cette situation, Betaram et les autres. Dans les médias, on n'entend parler que de ça. Et pourtant, il y a de plus en plus de demandes pour inscrire ces enfants dans le privé. C'est-à-dire qu'on sait maintenant ce qui s'y passe clairement, et pourtant, les parents disent « mais moi, je veux qu'ils y soient ». Est-ce que la défiance par rapport à l'école publique est telle qu'on passe au-dessus des scandales? Exactement. C'est triste, c'est terrible. C'est un constat incroyablement triste. C'est triste. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait une vraie, pas concurrence, le terme n'est pas bon, mais un vrai choix des parents. Et qu'entre l'école privée et l'école publique, ils fassent un choix qui soit un choix rationnel en fonction de ce qu'ils veulent donner comme pédagogie à leurs enfants. L'école de la République, c'est une école qui forme des républicains. Mais qui est très imparfaite, on est d'accord. Qui a plein de problèmes. Il y a une ministre qui a dit qu'elle avait mis ses gamins à Stanislas parce que les profs n'étaient pas remplacés. C'est vrai, les profs Amélie ne sont pas Oudéa remplacés. Castéra, pour ne pas la citer. Pour ne pas la citer, c'est vrai. Les profs sont mal remplacés. Dans le privé, ils le sont plus. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'argent. D'une part, et parce que vous avez 20% de contractuels. C'est toujours plus facile de remplacer des contractuels que des profs titulaires. Donc ça, c'est des difficultés. Moi, j'aimerais bien que les parents aient le choix entre l'école publique dogmatique. N'enseigne pas les dogmes. Et l'école confessionnelle, qui, elle, enseigne des dogmes. Alors, attendez, qu'est-ce que vous mettez derrière le mot dogme? Dogme religieux. Uniquement? C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Dans l'école publique, en principe, vous avez des cours d'histoire de la religion, où on explique de façon historique la religion. Quand vous êtes dans une école religieuse, on ne discute pas de la religion. On reçoit des dogmes, j'allais dire de façon servile, c'est un peu méchant, mais sans pouvoir les discuter. Donc là, il y a une vraie différence. Et moi, j'aimerais que les parents choisissent l'un ou l'autre établissement en fonction de ce critère, parce qu'il est essentiel. On parlait tout à l'heure des sanctions. Ça pourrait ressembler à quoi? Amende? Fermeture temporaire? Dans un premier temps, diminution de la subvention de l'État. On coupe d'abord pas complètement. Le robinet? Pas complètement. Moi, je suis pas un affreux gauchiste, vous voyez. J'ai un nœud papillon, on ne peut pas être gauchiste quand on porte un nœud papillon. Mais non, c'est de dire, écoutez, vous n'avez pas respecté le contrat, donc à la rentrée, vous avez 5% en moins. Et puis on voit. Comment ça se passe. Et s'il ne se passe rien, c'est moins 10. Et sincèrement, ça ne met pas en péril ces établissements parce que les parents, ils ont largement les moyens de payer la différence. Vous dites aussi qu'il faudrait, pourquoi pas, une commission indépendante, un peu comme celle sur les abus dans l'Église, qui a d'ailleurs excellemment fonctionné pendant tout le process, et que ça pourrait être une façon d'aller et de pallier un peu le manque de contrôle. Comment vous organiseriez ça, vous ? Je pense qu'il faut que la parole se libère. Et il faut qu'une commission, ce qui a été le cas pour la commission dont vous parliez, puisse recueillir l'ensemble des témoignages et commencer à pouvoir indemniser les victimes. On n'est pas obligé d'aller systématiquement devant les tribunaux pour tous ces cas, mais en revanche, on peut mettre en place des indemnisations.
Je pense que c'est important. Il y a un moment donné, il faut reconnaître la vérité, reconnaître ce qui s'est passé. Mais au-delà de ça, au-delà du témoignage et de l'argent qu'on peut après en tirer, les établissements sont toujours là et si eux ne changent pas, dans 10 ans, on y est toujours dans la commission. Tout à fait. Donc, comment on peut aller au-delà? Il faut la sanction de l'État. Et pourquoi elle n'arrive pas? Qui appuie sur le bouton de ça? Vous voyez, là, c'est Mme Borne. Oui. Mme Borne a décidé enfin que ces établissements allaient être inspectés comme tous les autres. Le public est inspecté régulièrement. Donc on sort d'un système où il y avait une impunité totale garantie par l'État à une surveillance plus étroite. Est-ce qu'elle est suffisante? Je ne le pense pas, mais c'est encore une fois, c'est un très bon début. Est-ce qu'un dossier comme celui de Betaram peut faire jurisprudence et faire avancer sur ce point-là? Je l'espère. J'espère d'abord que ça va libérer la parole, c'est important. Là, on s'aperçoit avec la commission d'enquête qui est menée à l'Assemblée nationale que l'institution a fait énormément pression sur les parents, sur les enfants, mais aussi sur les enseignants, pour qu'ils se taisent, pour qu'ils ne disent rien. Et ça, c'est absolument intolérable. Ça, c'est plus parce qu'effectivement, c'est très clair ce que vous dites et intéressant. Parce qu'il y a évidemment les dirigeants de ces écoles, mais tous ceux qui savaient autour. Alors, on viendra sur François Bayrou dans un instant. Mais il y a effectivement probablement des parents d'élèves. Il y a des enseignants, des pions, entre guillemets, pardon. Voilà. Tous ces gens-là, à quel moment vont-ils reconnaître leurs responsabilités ? Je crois que c'est un moment de vérité qu'on doit aux enfants qui sont aujourd'hui des adultes et dont on voit avec les témoignages bouleversants de Betaram que ce qui leur arrivait a perturbé leur vie et de façon définitive. Ils vivent encore avec certains les viols qu'ils ont subis. Donc on leur doit justice. On leur doit justice et il faut reconnaître, parce que je crois que pour eux, c'est un moment très important de faire le deuil d'une situation qui a été extraordinairement violente. Quand vous mettez vos enfants là, c'est pour soi-disant les protéger. Et là, ça les a exposés à des choses qui sont inadmissibles. Alors, on en vient à François Bayrou, notre Premier ministre. Il apparaît qu'il savait, qu'il n'a rien dit. Est-ce qu'aujourd'hui, il est toujours en mesure d'être Premier ministre et d'être en première ligne sur ces thématiques-là? Ça regarde lui et sa conscience. Déjà. Mais pardon, on sait qu'en politique, la conscience, c'est pas ce qui étouffe. Alors, je ne parle pas de vous, bien sûr. Je ne parle pas de vous. Mais quand même, les 90%, c'est pas la conscience qui les étouffe. C'est bien le problème. C'est bien le problème. Moi, j'aimerais bien que les hommes politiques aient un peu plus de morale et un peu plus de conscience. Après, dans la chaîne d'autorité, M. Bayrou n'avait aucune responsabilité. Au-dessus de Betaram, il y a un responsable de l'enseignement diocésain. Il y a l'évêque. Que nous recevons d'ailleurs lundi, j'en profite. On en parlera ici même lundi. Et moi, j'aurais préféré qu'on demande des comptes à l'évêque plutôt qu'à M. Bayrou, qui savait certainement, mais qui n'était pas en situation de responsabilité. En revanche, il y a une chaîne d'autorité qui aujourd'hui n'a pas été menacée. Et là, je trouve qu'il y a une forme d'injustice. Grosso modo, c'est facile de tomber sur Bayrou parce que c'est le Premier ministre et on oublie tous ceux qui étaient vraiment en responsabilité, qui savaient et qui n'ont rien fait. Là, il y a une responsabilité pénale des autres. Ce qu'on a un petit peu de mal à saisir, c'est de quelle manière vous, hommes et femmes politiques, portez ces sujets-là de façon très concrète au Sénat, à l'Assemblée, jusqu'au plus haut sommet d'État. C'est-à-dire qu'il se passe des choses, mais nous autres qui sommes dans la vie normale, on se dit mais pourquoi ça ne va pas plus vite? Pourquoi ça ne tape pas plus fort? Et donc, vu que je vous ai sous la main, si je puis dire, je vous demande de quelle manière vous portez ça, vous? Comment vous allez travailler pour qu'enfin ce soit réel? Alors moi, je suis dans la politique parce que j'ai conscience de combattre les injustices. C'est ma tradition familiale communiste. Voilà, quelle qu'elle soit, toutes les injustices sociales. Donc je m'engage. Voilà. Après, qu'est-ce que le pouvoir d'un sénateur français par rapport à un sénateur américain? Vous voyez ce que c'est une commission d'enquête du Sénat américain. Les gens qui sont en face de mes collègues américains, ils tremblent parce qu'ils ont des moyens que nous n'avons pas. Voilà. Et donc, toute la difficulté dans le système de la Ve République, c'est la difficulté du Parlement à contrôler véritablement les politiques publiques. Aujourd'hui, nous n'avons pas de moyens. Moyens personnels,
Un sénateur américain, c'est un bureau de 20 personnes. J'ai 2 collaborateurs. Voilà. Des moyens juridiques. Ils peuvent poursuivre. Nous, c'est très difficile. Et des moyens d'obtenir des informations de l'administration que nous n'avons pas. Voilà. Donc, nous sommes faibles parlementaires par rapport au contrôle de l'État. Et là aussi, il faudrait que ça change. Vous n'avez pas l'impression, du coup, de vous battre un petit peu contre des moulins à vent ? Tout le temps. Tout le temps. Bon, non, mais vous nous rassurez, je pense. Parce que... mais je reste motivé. Parfois, je me lève le matin, je me demande si c'est vraiment raisonnable, mais il faut continuer parce que c'est ce que nous devons aux gens qui nous ont élus. Alors, justement, pour conclure sur cet entretien, on parle donc de l'avenir de ces écoles privées. Vous voyez la situation évoluer de quelle manière, là, maintenant et dans 10 ans? Est-ce qu'on sera arrivé ou est-ce que si on se retrouve dans 10 ans sur ce même plateau, on se dira la même chose? Je vais vous répondre en républicain. La loi de Jules Ferry était une loi fondamentale qui considérait que pour faire nation, pour faire république, il faut que des gamins qui sont issus de milieux sociaux différents se retrouvent à égalité sur les mêmes bancs de l'école. Et ma crainte, c'est que demain, on ait un système éducatif qui soit... Qui revienne à celui du 19e siècle ? Tout à fait. Donc avec les élites dans les écoles privées et les autres dans la rue ou presque. Tout à fait. Et les gamins de la campagne dans des écoles de campagne, les gamins de la ville, etc. Et ça, c'est une catastrophe parce qu'on aura perdu la République. Et ça, c'est mon inquiétude première. Eh bien, merci infiniment d'avoir été avec nous, Pierre Ouzoulias. Je rappelle que vous êtes sénateur PCF des Hauts-de-Seine. Merci infiniment. Merci à vous. Une pause, on se retrouve tout de suite dans le Grand JT de l'éducation. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je ne me reconnaissais pas énormément dans les listes parce qu'il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était 2 objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire 1, hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le grand JT de l'éducation avec un manga que vous allez pouvoir faire découvrir à vos ados. Il est ici. Golden Goal, paru aux éditions Paquet et son auteur est avec nous. Bonjour Guillaume Main. Bonjour. Alors, autant vous dire que j'ai été un petit peu décontenancé parce que je m'attendais à avoir un manga en mode Captain Tsubasa.
Olivier Tom, pour ceux de ma génération, c'est-à-dire un manga autour d'un passionné de foot qui arrive dans un club et puis qui monte petit à petit les échelons pour arriver jusqu'à la Coupe du Monde. Et quand on feuillette un petit peu, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres thèmes beaucoup plus graves et beaucoup plus durs qui sont abordés, à savoir l'immigration et la mafia. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi vous avez choisi de raconter cette histoire sous ces 3 prismes, finalement ? Eh bien, je suis un grand fan de football à la base et j'avais toujours eu l'envie de réaliser un manga sur le foot, mais aussi avec ses dérives. Et en tant qu'Européen, c'est vrai que le côté manga japonais où c'est le Japon qui gagne la Coupe du Monde et tout, c'était toujours un petit peu bizarre pour nous. Et je voulais tout simplement faire quelque chose chez nous. Et en fait, tout simplement, je me suis inspiré de l'actualité. L'immigration, la mafia. En France, il y a aussi beaucoup... il y a une recrudescence de la mafia, etc. Et du coup, en fait, je me suis juste inspiré de l'actualité. Ouais. Alors, c'est vrai que quand on feuillette comme ça, d'un premier abord, on voit beaucoup de scènes de foot. Et puis, quand même, quand on commence l'histoire, on voit ce personnage donc, qui s'appelle Naïm, pour pitcher un petit peu. C'est un immigré marocain qui est sur un bateau de migrants sur la Méditerranée avec son frère et on suit en fait son arrivée jusqu'aux côtes espagnoles et je dois avouer que je ne m'attendais pas à voir ça dans un manga parce que c'est un moment assez dur où on découvre ce personnage qui a 14 ans, c'est ça à peu près, et qui doute et qui perd son frère au moment où il arrive en Espagne. Et néanmoins, je me suis dit, pour des enfants, par exemple de 8-9 ans qui découvrent ça, ça peut être un peu dur. Racontez-nous ce que vous avez voulu transmettre néanmoins. En fait, j'ai spontanément, en tant qu'artiste, ça a été vraiment un peu spontané avec ce que j'avais sous la main et vraiment cette inspiration européenne avec l'histoire de nos pays. Et en fait, le plus drôle là-dedans, c'est que je viens de sortir du Salon de livre de Genève où ça a cartonné, on était en rupture de stock avec le manga. Et en fait, c'est, par exemple, quelque chose de très drôle, c'est que tous les petits Suisses qui étaient d'origine maghrébine, que ce soit tunisien, marocain, algérienne, ils ont eu les étoiles aux yeux quand ils ont vu que c'était un maghrébin qui était au centre de l'histoire, même si ça correspond évidemment pas à la leur. C'est juste en tant qu'image, ça a été, moi j'ai trouvé ça touchant et chouette. Et puis du coup, ça fait aussi partie de notre histoire. Donc je trouvais ça assez sympa. Ouais. Vous avez travaillé peut-être un peu comme un journaliste d'investigation, je dirais, pour tout savoir sur la façon dont ça se passait en termes de migration, mais aussi pour tout ce qui est de la mafia, parce que vous êtes assez précis quand même dans les rapports qu'on entretient. Il y a notamment une histoire de drogue aussi. Ouais, alors pareil, un peu pur hasard, c'est que je suis un grand lecteur de romans de base et j'ai lu pas mal de romans qui traitaient de ce sujet-là, mais également, moi j'adore un auteur qui s'appelle Don Winslow, qui est réputé pour justement avoir fait, c'est un auteur américain, des romans très précis. Certes, c'est des fictions, mais très précis sur la mafia et vraiment de la production à la revente. Donc, en fait, je berce dedans depuis 5-6 ans. Et du coup, en fait, j'ai quand même je travaillais déjà sur j'avais déjà une matière à la base sur laquelle travailler. Ouais. Alors, vous disiez, vous êtes fan de foot. Quel club particulièrement ? Arsenal. Comme tout bon français. Excellent choix. La génération Wenger. Mais c'est vrai que du coup, on suit ce personnage qui arrive donc sur les côtes espagnoles, qui se fait repérer parce qu'il joue sur un 5, ce qu'on appelle un terrain de 5 contre 5 en Espagne. Et puis, on voit qu'il a du talent. Ce Naïm, il est fan de foot également. Il arrive dans un grand club, dans une ville, je crois, qui est fictive. Elle n'existe pas. Exactement. Mais pour, en fait, le petit quartier, c'est le Charmy. En fait, c'est la référence à mon quartier, qui est un quartier populaire de Genève, qui s'appelle les Charmilles. Donc voilà, c'était un petit jeu de mots en référence. Voilà. Et on le suit donc, ce personnage, dans tous ses doutes, en tant que jeune footballeur. Et là, on touche encore à autre chose. C'est la difficulté de devenir footballeur aujourd'hui avec toute la concurrence qu'il y a. Et on sait que beaucoup de jeunes, et sûrement les parents qui nous regardent se disent « Oui, on veut tous devenir Mbappé », mais beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ouais, justement, en fait, en me renseignant un peu sur le sujet, moi, je joue encore en club de foot. Alors, ça s'appelle les vétérans, je joue avec les trentenaires. Quand on est vieux, on joue en vétéran. Exactement. Et le président du club, qui est un de mes meilleurs amis, me disait Guillaume, le problème qu'on a, nous, c'est le problème projet Mbappé, où en fait, ils ont des parents qui sont très exigeants sur leurs enfants. Et il me disait, ça se voit, c'est impossible qu'ils deviennent footballeurs professionnels. Et ils ont un gros problème avec ça, avec la pression. Et d'ailleurs, on en parle dans le livre. Et en fait, on a remarqué aussi, c'est que dans les clubs professionnels, vous allez au PSG, à l'OM, etc., vous pensez qu'il y a combien sur les jeunes qui sont pris en centre de sélection à 16 ans, combien de pourcents ça doit être professionnels ? Peut-être 5%, non ? Pas loin. 3%. 3% seulement. Vous avez raison. Donc beaucoup de rêves qui sont brisés. C'est aussi les dérives du sport. Voilà.
Alors ce manga, c'est le premier. Hein, oui. Je suppose qu'on peut donc le trouver partout, dans toutes les bonnes librairies. Est-ce que le 2 est déjà dispo ? Qu'est-ce qui va lui arriver à Naïm ? Alors il est parti en print et il sera disponible en mai. Et puis le 3e tome, il sera disponible déjà cet été. Il va lui arriver plein de choses à Naïm. Et notamment, on va parler aussi plus des dérives sportives avec un copain à lui qui, par exemple, en France, on n'a pas le droit de faire venir un joueur de moins de 16 ans à plus de 50 km de son lieu d'habitation. Par exemple, le PSG ne pourrait pas faire venir un enfant de 15 ans d'Orléans. Exactement. Et en fait, pour contourner la loi, ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent du travail aux parents. Et c'est là où ça devient un petit peu insidieux, c'est que dès que le gamin est plus bon, et les parents ils se font licencier, etc. Ça met une telle pression chez des jeunes. Et puis on sait qu'il y a aussi l'histoire de l'âge. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent notamment d'Afrique, dont on dit qu'ils ont 12 ou 14 ans, et en fait ils en ont déjà 18. Ouais, exact. C'est aussi ce problématique. Ouais. Il y a plusieurs facteurs. En fait, il y a des dérives sportives et il y a plein de problématiques à traiter. Donc en fait, c'est assez riche pour un scénariste. Franchement, il y a juste à se pencher et sans compter toutes les actualités qu'on entend, etc. Ouais, c'est facile. Alors, j'ai le plaisir de vous recevoir, vous, scénariste, auteur, mais on va peut-être parler aussi du dessinateur, qui lui est chinois. Alors, j'ai son nom, c'est Wei Jun Ni. Exact. J'ai fait quelques recherches sur lui, très coté. Très connu et très coté, ce dessinateur. Ouais, alors il marche très bien en Chine. Et justement, en fait, c'est un passionné de foot. Nous, en fait, quand on a fait avec l'édition Paquet le projet, on a eu plusieurs dessinateurs, des Japonais, Coréens du Sud et Chinois. Et en fait, on cherchait quelqu'un, ils étaient tous très bons. On cherchait quelqu'un qui arrivait justement à avoir ce côté sportif un peu plus. Parce que lui est fan du FC Barcelone. Exactement. Excellent choix également. Exactement. Et du coup, on pensait qu'il disait ça pour nous draguer. Et en fait... c'est vraiment un fan, il suit les matchs, il me nargue un petit peu. Donc c'est cool, c'est un passionné de foot. Donc mais de quelle manière vous avez travaillé, vous habitant en Suisse et lui en Chine ? C'est-à-dire que vous lui envoyez le scénario, comme on pourrait imaginer un scénario de film, et lui ensuite met tout en page, en image ? Exactement. Et au début, on avait quand même, mine de rien, un petit problème entre... la culture européenne et la culture chinoise. Lui, il est attiré beaucoup par la culture japonaise et je lui ai envoyé beaucoup de films et des films qui traitent de Marseille. En fait, moi, je me suis inspiré, cette ville, je m'inspire de Marseille, voilà. Ville cosmopolite, populaire, qui est bien, que je pense beaucoup de Français aiment, d'ailleurs, dans le foot. Époque quoi ? Époque Jean-Pierre Papin ? Drogba, moi je suis époque Drogba, ok, très bien, très bien aussi. Donc, effectivement, vous avez travaillé à distance. Exactement, ouais. Et pourtant, le résultat, on dirait que vous avez été dans la même pièce. C'est un passionné et tout de suite, il a accroché au script. Et au début, il n'était pas sûr. Il nous avait dit, quand on l'a dit, on te sélectionne. Il nous a dit, envoyez-moi le script. J'ai pas encore dit oui. On s'est dit, finalement, on croyait que c'était bon et tout. Et en fait, il marche vraiment. Il voulait vraiment, parce qu'il avait déjà des mandats pour un éditeur chinois et il fallait vraiment le convaincre. Est-ce que ce manga est justement prévu pour l'international? Est-ce qu'il va être traduit? Est-ce qu'il est déjà traduit? Alors moi j'ai mon éditeur qui est horloge, donc je on va lui dire, il faut le traduire, cher ami. Non, on était à Francfort, qui est le plus grand marché du livre mondial, et il y a beaucoup de pays qui sont intéressés. Et maintenant, Pierre, qui est en loge, il n'y a plus qu'à les relancer, parce qu'ils étaient chauds. En tout cas, un grand merci. Je rappelle cet ouvrage, en tout cas ce manga qui s'appelle Golden Goal. À 14 ans, Naïm a un agent, mais pas n'importe lequel, le plus grand gangster de la ville. Donc on rappelle, c'est l'histoire de ce jeune migrant marocain qui va devenir... Est-ce qu'il va devenir une star de football? On peut le dire ou pas? Est-ce qu'il va y arriver? Il va y arriver. Ça c'est... Après main de péripéties. Merci beaucoup Guillaume Main. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce manga aux éditions Paquet, disponible dans toutes les librairies. Tout de suite, c'est la chronique de Charlotte Sauvager et vous allez voir des paroles de PNL dans la bouche de Charles Aznavour. Ça, c'est l'intelligence artificielle, messieurs, dames. Est-ce que vous avez déjà entendu du rap à la mode des années 50 ? Pas moi, avant cette émission. Je vous avoue, mais on était dans les loges et Charlotte, qui est là, m'a fait écouter quelque chose d'assez incroyable. C'était PNL. Oui, c'est ça. PNL avec la voix d'Aznavour. Et là, on se rend compte d'un coup qu'en fait, c'est beaucoup plus précis et poétique que ce qu'on croit. Exactement. On va l'écouter tout à l'heure. On vous laisse un petit peu de suspense en attendant. Évidemment, tout ça, c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe. TikTok, X, Instagram, tout le monde s'y met. Cette nouvelle trend, elle est plutôt simple.
Plusieurs internautes ont eu l'idée assez incroyable, je dois dire, de détourner la voix, parfois même l'image de rappeurs emblématiques français en les faisant fusionner avec l'esthétisme un peu des années 50. On reprend ainsi les codes des classiques de Brel, d'Aznavour ou encore d'Edith Piaf. Exit donc le scratch ou l'autotune, on remplace ça par les trompettes, l'accordéon, les orchestrations un petit peu jazzy et puis les voix à façon un petit peu crooner et les mélodies feutrées. En clair, les paroles sont conservées, c'est juste la musique et la mélodie qu'il y a derrière qui changent. Alors c'est difficile parfois de reconnaître les chansons, même pour les connaisseurs comme Théo Langy. Regardez. Première musique. Dès que j'arrive, ça regarde de travers. Capuché parce que je suis Ginks Ninao. Deuxième musique. Putain, mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Ah, c'est. Je vais dire des dynamiques, je fais trop la même. C'est Aya. Oh, Troisième musique, let's go. Je trafique dans le bâtiment, cavale comme Usain Bolt. Je connais le maniement de mon département, le soir pour te froisser ta go. Et ça fait zumba, café au carnaval. Bande organisée. Bande organisée. Et ça fait zumba, café. J'aimerais bien entendre Dany Briand. On dirait un petit peu cette voix, hein, ouais, Dany Briand qui chante du rap. Exactement. Alors bon, on a tous en tête quand même certaines chansons de rap qui font pas forcément années 50, hein, même quand on les transforme, notamment leurs paroles ou certaines situations, certains mots qui sont utilisés, ça colle pas très bien avec l'idée qu'on se fait quand même des années 50. Donc forcément, parfois ça donne des reprises qui sont un peu drôles, si on peut dire. Regardez la trouvaille de Zabinity sur TikTok. Qui revient foutre la merde, c'est toujours les mêmes. T'as reconnu l'équipe, t'as senti l'équipe. Il y a des chevaux plus que dans ta lambeau. Tu t'es fait rafaler dans le dos. Trop loin pour que tu nous rattrapes. T'es né dans le chou, je suis né dans la braque. La liberté, mon frère, c'est savoureux. Tu rentres chez les t'en ressors amoureux. Pour ceux qui font des sous comme nous, à Dablois dans le sang, on vous mettra à genoux, nouvelle caisse, nouvelle liasse. Rolls-Royce pétasse. Voilà, on l'a vu, ça donne des reprises qui sont un petit peu cocasses, si ce n'est drôle. Bon, c'est pas la pire, hein, mais parfois c'est assez surprenant. Tant la qualité des paroles et de la musique donne une toute autre dimension finalement aux chansons qu'on écoute. C'est le cas notamment de cette version, vous en avez parlé, de PNL par Captain, dont on vous a préparé un petit avant-après. Regardez. Conscience qui faisait par des crimes en bâtiment. Peut-être un jour je pourrais mettre à mes enfants. Boire et temps, ça m'apporte pas, je dis crois. Là où j'étais qu'un fils de dimanche. Une chance qu'ils aient pas détruit mon bâtiment. Peut-être qu'un jour je pourrais le montrer à mes enfants. Ou avec Tariq, papa, Sarah, j'ai dit grand. Là où j'étais qu'un fils de Diban. Là où j'avais la confiance même avec les grands. Parce que mon papa c'était le plus méchant. Laisse-moi toucher ce que t'as touché. Laisse-moi aimer ce que t'as aimé. Et c'est là un peu qu'on se rend compte, quand on est un boomer comme moi qui râle régulièrement sur la vacuité des paroles de rap, qu'en réalité, il y a beaucoup de poésie. Il y a du texte, ouais. Il y a du texte. On va y revenir. Mais cette vidéo-là, hein, particulièrement de PNL, elle a été vue plus de 2 millions de fois, rien que sur X. Et moins que l'on puisse dire, c'est que mais comme vous, les avis sont unanimes. On adore, évidemment, c'est super beau, premier degré. Je peux écouter cette version tous les jours. C'est là qu'on se rend compte que les paroles sont vraiment profondes. C'est bien écrit. C'est vous, finalement, qui l'avez écrit, c'est là. Ça met en valeur le texte, c'est tellement bien écrit, surtout le premier couplet. Et sachez aussi que même Booba a adoré, puisqu'il a répondu, repartagé sur X. Les vrais textes de rap comme celui-ci n'ont rien à envier au grand nom de la chanson française. Mais alors, est-ce qu'il faut vraiment passer par là, finalement, pour écouter, découvrir et même comprendre ces textes de rap? Mais voilà, telle est la question. Finalement, on a tous étudié des poèmes à l'école. Certains ont eu la chance d'étudier des classiques, des chansons françaises, comme du Brel, du Aznavour, on l'a dit. Donc pourquoi pas étudier du PNL, du Damso ou du Booba? Ça permettrait peut-être d'intéresser un petit peu plus les jeunes au français ou à la littérature, parce que on le disait, il y a beaucoup de rappeurs qui utilisent
énormément de figures de style. C'est le cas notamment de Nekfeu avec une chanson de Galatée que je vous ai juste repérée. Il y a beaucoup d'assonances et d'allitérations. Alors, petit cours de français. Oui, s'il vous plaît, parce qu'on a tout oublié. Mais bien sûr, je comprends bien. Les assonances, c'est les répétitions d'un son voyelle et les allitérations, celles d'un son consonne. Donc, sur cette phrase, en t'attendant, j'observe les liens que les pas sans nous. Il fut un temps où la beauté du ciel venait pas sans nous. Vous l'aurez compris, on entend le son S. Donc, c'est un son consonne qui est répété. C'est donc une allitération. Voilà, ça c'était pour le petit cours de français. Preuve donc que finalement, même si étudier les classiques, c'est super parce que ça donne une culture musicale, ça donne une culture, un socle culturel important. Donc ça, c'est bien. Mais il faut aussi comprendre que la culture musicale, la culture tout court même, c'est aussi le rap, c'est aussi les chansons d'aujourd'hui. Ça peut nous apporter des choses, ça peut nous apprendre des choses aussi à l'école. Donc, on n'est pas forcé. Donc, sommes-nous obligés d'en passer par là? C'est toute la question. Mais pour certains, c'est oui, parce que la forme masque parfois le fond. C'est le cas de cet internaute. Je découvre l'original, celle qu'on vient d'entendre de PNL. Comment dire? C'est inaudible. Comme quoi la forme est importante, ça met toujours en valeur le fond. Et puis, pour d'autres, il suffit simplement d'être attentif, de savoir écouter, de vouloir aussi écouter, d'être un petit peu plus ouvert d'esprit. On en parlait, c'est mon cas aussi. Quand j'ai commencé cette chronique, j'ai écrit cette chronique. Bon voilà, le rap, c'est pas forcément mon style musical. Et pourtant, je me suis dit que peut-être j'étais en train de louper quelque chose parce que les paroles sont assez profondes. Je vous l'accorde, c'est pas toujours le cas. Mais là, c'est plutôt sympa quand même. Non, c'est assez cool. C'est assez cool, mais ça pose un problème qui est un petit peu toujours le même et pour lequel d'ailleurs beaucoup d'artistes se battent, c'est l'intelligence artificielle dans la musique. Parce que là, on reprend du texte, de la musique qu'on transforme sans l'accord des rappeurs en question et donc sans argent derrière. Exactement, c'est ça. Donc certains trouvent ça plutôt cool parce qu'il y a des rappeurs qui le retransmettent sur leur réseau, etc. Ils sont plutôt contents. Et pour d'autres, justement, voilà, la musique, même en dehors de cet exemple, l'IA dans la musique de manière générale, ça pose un vrai problème. Et en février dernier, plusieurs grands noms de la musique ont sorti un album composé uniquement de silence pour s'opposer à ce qu'ils considèrent comme le pillage de leurs œuvres. Et en 2024, c'est Billie Eilish, Katy Perry, Nicki Minaj et 200 autres artistes qui avaient signé une lettre dénonçant, je cite, l'utilisation prédatrice de leur voix par ces IA. Merci beaucoup, Charlotte. Chers amis, il est temps de découvrir le meilleur de School TV, c'est le Zap, bien évidemment. Ça commence, le livre, par une échographie et un truc qui cloche. Un truc qui cloche à la première écho. En fait, c'est notre deuxième enfant. On se rend à la première écho, l'écho du premier trimestre, avec mon compagnon Pierre. Et puis, tout de suite, on voit à l'écran qu'il y a quelque chose de bizarre. L'échographiste, le médecin nous dit, vous voyez ce que je vois, sur un ton un peu plaisant, et puis on se dit non, on ne comprend pas, et en fait non, puis quand on a vu une écho dans sa vie, on n'y comprend rien en fait. Voilà. Si on est un médecin. Et on voit en fait qu'il y a bien un fœtus, voilà, au milieu de l'écran, et puis en fait on se rend compte qu'il y en a un deuxième, mais il est tellement plus petit qu'on se pose la question, est-ce que c'est vraiment un deuxième fœtus ou on comprend pas bien, surtout qu'il bouge pas trop. Et puis alors en plus l'examen se déroule dans des conditions un petit peu chaotiques, puisqu'il y a une livraison de matériel qui est attendue. Enfin, c'est vraiment pas de sa faute, mais tout est un petit peu chaotique. Donc le médecin nous laisse, revient, et puis quand il revient, en fait, il a pas du tout le même ton enjoué qu'au début, donc on se dit ok, en fait il y a un problème. Un truc qui cloche, c'est un truc qui cloche. On croise, à défaut d'apprendre ou de retenir beaucoup de termes médicaux dans votre livre, on va en apprendre un seul, c'est celui d'omphallocèle, oui. Parce que c'est ça aussi qu'on voit lors de cette échographie, c'est quoi? Oui, alors l'omphallocèle, en fait, c'est une malformation abdominale, c'est ce dont souffre ce deuxième fœtus. En fait, c'est un défaut de fermeture de la paroi abdominale, c'est une sorte de hernie ombilicale, il y a certains organes qui se développent en dehors du ventre, qui n'est pas refermé. Et le médecin nous dit que c'est une opération qui peut se faire à la naissance, pas de routine, mais presque. C'est quelque chose qui se fait bien de nos jours, nous dit-il. Le seul problème, c'est qu'on apprend quelques jours plus tard qu'en fait, cette malformation est souvent associée à d'autres anomalies, et ça peut être des choses comme des trisomies très sévères, la trisomie 13 ou la trisomie 18, et à ce moment-là, le pronostic, il est létal. La puissance de cette première scène qui dit tout, et tu m'as confié juste avant l'émission que tu n'avais pas envoyé la séquence vidéo du coup aux gens d'Arte qui t'ont commandé effectivement ce documentaire, et que tu avais envoyé le cliché. Ça dit beaucoup.
Oui, parce qu'on a cet enfant qui est très beau, dans ce décor un petit peu lugubre du marécage, c'est sombre. Et nous, quand on a filmé cette séquence donc avec Germain Ballet, on s'est retrouvé un petit peu interdit devant ce qui se passait parce que on savait ce qu'on venait filmer. On venait filmer un enfant qui cherche de l'or dans les marécages. On savait qu'il allait plonger dans cette boue noire. Et pour autant, quand il l'a fait, on était un petit peu gêné d'assister à ce moment particulièrement dangereux qui pour lui était tout à fait banal parce qu'il fait ça tous les jours. Mais nous, c'était assez choquant d'assister à ça et on était un petit peu gênés de filmer ce moment. Il y a vraiment tout et tu étais gêné, mais quelle séquence, encore une fois, j'y reviens. Il y a cette concentration, cette respiration, ce signe de croix, parce qu'encore une fois, chaque plongeon, on ne sait pas s'il va remonter à la surface. Et j'imagine que toi, tu me dis que vous étiez gêné, mais il devait aussi avoir cette peur que cet enfant, qui a quel âge d'ailleurs ? Qui a 13 ans. Qui a 13 ans ne remonte jamais. Exactement. Et d'ailleurs, il nous le dit. Il dit qu'à chaque fois qu'il plonge, il a peur parce qu'il arrive que des personnes ne remontent pas et se retrouvent ensevelies sous la vase. Et oui, on a ces images un petit peu découpées au début parce qu'on lui a demandé quel était son rituel avant de plonger. Et donc, il nous a dit, je prends de fortes inspirations, je respire parce qu'une fois qu'il est sous l'eau, il est à la merci d'un simple tuyau qui lui envoie de l'air comprimé. Alors l'année dernière, c'est un événement, le Hauts-de-Seine Digital Games qui a cartonné. Cartonné. Combien vous avez fait ? 17 000 visiteurs, je crois. 17 000 visiteurs, c'est ça, sur les 2 jours. Sur les 2 jours. Bon, et donc vous revenez cette année, du 4 au 5 avril prochain, à la scène musicale. C'est ça. Et là, 100 acteurs, 130 ateliers, des compétitions e-sport, c'est la grosse fête. C'est ça. Racontez-nous. En fait, l'idée, c'était de rassembler dans un même lieu des acteurs très différents et surtout de permettre en fait, à des publics qui parfois sont habitués, mais parfois pas du tout, et de se retrouver, de découvrir un peu tous ces acteurs, d'essayer, et puis d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire que les Hauts-de-Seine Digital Games, à la base, c'était d'abord des concours adressés à des jeunes, concours robotique ou concours de création de jeux vidéo, avec particularité, c'est-à-dire que la robotique, c'est ouvert à partir d'enfants de 5 ans jusqu'à des enfants de 11-14 ans, donc l'équivalent collège. Et le concours création de jeux vidéo, c'est des enfants à partir de 6 ans jusqu'à des plus de 18 ans. Ah oui. Et donc l'idée, c'était de montrer que on baigne dans le numérique, que ces jeunes travaillent déjà dans le numérique. Dans les programmes, on leur demande de travailler sur de la programmation, sur un certain nombre de compétences diverses et variées. Et l'idée par rapport à cela, c'était à un moment donné de mettre en place ces actions, alors qui sont suivies tout au long de l'année, et puis d'avoir un événement de restitution. Et dans la construction de cet événement de restitution, on s'est dit pourquoi ne pas aller plus loin en faisant venir des écoles supérieures qui sont spécialisées un peu dans tous ces domaines, montrer que quand on parle de numérique, c'est pas simplement être programmateur ou programmeur et youtubeur, c'est pas simplement travailler sur de la robotique, donc exclusivement réservé à des garçons, parce que là aussi c'était l'idée de montrer que tout le monde peut travailler en fait sur ces sujets. Le cancer du sein, et c'est celui dont vous découvrez que souffre votre mère. Elle ne vous a rien dit. Les jours qui suivent, dans mon esprit, la même question tourne en boucle. Ça, c'est vous qui le dites. Tu préfères une mère guérie à une fille cancéreuse ou une mère morte et une petite fille en bonne santé ? Je sais bien que ce dilemme est complètement con, que personne ne me demande de choisir entre ma mère et ma fille, mais c'est plus fort que moi. Je me sens comme Ulysse face à Charybde et Scylla. Ouais. Bon, ça, je pense que c'est un réflexe que beaucoup de gens font, c'est-à-dire une espèce de négociation avec le destin. Qu'est-ce que tu préfères ? Et c'est affreux. Et on vient de m'apprendre que ma fille aurait peut-être des risques de cancer infantile. Et j'ai appris 3 jours avant que ma mère souffrait d'un cancer du sein, que c'est son 2e cancer du sein, que c'est une forme agressive. C'est jamais bon, donc j'ai très peur pour elle. Et c'est terrible que ça arrive à ce moment-là. Et en plus, ça nous prive toutes les deux d'une forme de soutien, puisqu'en fait, moi, ce que je vis est tellement dur que je n'ai pas d'espace. Vous n'avez pas d'espace pour ça. Et elle, pareil. Donc, c'est assez tragique pour nous, mais je vous rassure, elle va très bien aujourd'hui. En tant que journaliste, est-ce qu'il existe des précautions particulières à prendre quand on aborde le sujet du travail des enfants ?
Oui, alors là, la consigne d'Arte au départ, c'était de ne pas tomber dans le misérabilisme parce que c'est le piège à éviter quand on fait un sujet sur les enfants et sur le travail des enfants. En plus, aux Philippines, un pays pauvre, c'est malheureusement assez facile de tomber dans des clichés misérabilistes. Donc l'idée, c'était vraiment d'essayer de... D'où l'absence de commentaires. Il y a très peu de commentaires, voilà, mais aussi parce que les images se passent de commentaires, en fait. Quand on a monté le reportage avec Germain Ballet, il y a une séquence sous-marine à la fin du reportage, et au début, j'avais écrit du commentaire, et puis en fait, en revoyant, je me suis dit, mais en fait, il n'y a rien à dire, il suffit de regarder les images, et les images parlent d'elles-mêmes. Effectivement, le programme qu'on regarde sur votre site internet notamment est très large. J'en parlais en introduction. On parle de rétro gaming, on parle d'intelligence artificielle, de concours, effectivement, de création de jeux vidéo, d'e-sport, on va en parler dans un instant. Mais tout ça, en fait, il faut maintenant parvenir à faire venir, attirer un public très varié, en fait, alliant des passionnés et des novices. Ben, c'est pas toujours évident. Bah non. Et en fait, on voit que ça fonctionne. Dans l'organisation, par exemple, on a réservé la journée du vendredi à un public scolaire ou jeunesse. D'accord. Et c'est vrai que les établissements scolaires ont compris qu'il pouvait y avoir un intérêt pour elles de venir sur place, de venir découvrir ce qui pourrait être mis en place au sein même de leur classe, de découvrir pour aller un peu plus loin que ce qu'ils ont peut-être l'habitude de faire. On parle beaucoup d'intelligence artificielle actuellement. L'idée, c'est qu'à un moment donné, par des ateliers pratiques, on découvre comment l'utiliser, comment l'intégrer. C'est pas être simplement utilisateur premier niveau, de se dire, ok, j'ai récupéré tel outil et je vais rédiger un prompt et on va attendre de voir ce qui va se passer. C'est l'intégrer, par exemple, dans comment je peux mettre l'intelligence artificielle dans la création d'un jeu. C'est comment je peux l'intégrer dans une pratique autre, par exemple... le CV. Par exemple, le CV. Booster son CV grâce à l'intelligence artificielle, c'est l'un des ateliers qui, moi, en tout cas, m'a beaucoup plu. Et je me suis dit, pour tous les jeunes qui vont venir et leurs parents, qui sont en train de chercher un job aujourd'hui, c'est canon. Exactement. C'est-à-dire, en fait, on veut montrer qu'on a des sujets qui sont d'actualité, mais qui pourraient être pris, alors, soit dans un cadre purement pédagogique, éducatif, ou alors à titre personnel. C'est-à-dire que là aussi, c'est une façon de rassurer des parents, en leur montrant que quand on parle de numérique, ça n'est pas forcément le mal suprême, et que derrière, on a quand même des choses qui sont très intéressantes. Et voilà pour le Zap, un grand merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce grand JT d'éducation. Aujourd'hui, à la réalisation, c'était Angèle Jean Girard, au son Saïd Mamou, au maquillage Laure Audemont et évidemment à la rédaction Laura Girard et Emma Ferré. Belle soirée et à demain. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.